Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la chaîne. Épisode dans lequel on va faire un petit tour dans un salon terrario reptiles, insectes, matériels qui se situe dans l'Aube. Donc je vous embarque avec moi, on va faire un petit tour et on va voir ce qu'on peut trouver de sympa. Donc les amis, là je suis avec Alexandre, organisateur de ce salon. Merci Alexandre de nous recevoir. De rien, avec plaisir. Du coup, explique-nous un petit peu d'où elle t'est venue cette passion de terrario. Alors moi c'est vraiment ma femme. Ouais. Moi là-bas je suis passionné d'animaux mais plutôt le côté poisson depuis tout jeune. Je travaille dans le monde de la pêche, j'ai fait des études dans le monde de l'aquaculture et de l'aquariophilie. Et puis ma femme elle aimait bien les reptiles, on a une tortue depuis 15 ans. Et en fait c'est venu petit à petit comme ça, elle a commencé à se mettre au Python Régus. Et du coup c'est moi qui ai repris le flambeau et depuis voilà, on a fait grossir l'élevage, on a du lézard, on a des tortues, on a pas mal de choses à la maison. D'accord, donc t'es vachement diversifié. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et du coup, ce salon de la terrario, c'est toi qui l'organise? Ouais, exactement. Avant, si je dis pas de bêtises, c'était une association. Ouais, c'était le club championnat de terrariophilie. La dernière qu'on ait faite, c'était en 2019. Ouais. Donc à l'époque, ma femme était également dans le club. Et puis après, le Covid est venu nous embêter par rapport à l'organisation. Puis le club s'est essoufflé. Du coup, aujourd'hui, le club n'existe plus. Et c'est une personne qui voulait organiser un salon du reptile l'an dernier dans la Haute-Marne. Du coup, il nous avait contactés parce qu'il savait que nous, on faisait des reptiles et qu'on avait déjà organisé des salons. Et puis lui a arrêté. Puis nous, on s'est dit, pourquoi pas continuer, mais à le faire dans notre département. Donc là, c'est un premier essai. Les gens ont l'air plutôt satisfaits de ce qu'ils ont vu. Et on a refusé beaucoup d'exposants. Donc en fait, le but, c'est de faire perdurer la bourse et l'an prochain, de reprendre une salle plus grande, plutôt sur l'agglomération troyenne, et de faire continuer ce salon. Ah, peut-être au cube, espérons. Ça serait chouette. Ça serait peut-être très grand, mais pourquoi pas, si un jour on arrive à remplir le cube d'exposants, ça sera vraiment pas mal. Ouais. Et du coup, je vois que tu as quand même pas mal de Régus. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui devait débuter avec le Régus, ou qui voudrait débuter avec le Régus, ce serait lequel? Alors, l'avantage, c'est que maintenant, le Régus, c'est plus une espèce. Avant, on disait que le Régus, c'était pas une espèce pour débutants. Souvent parce que c'était beaucoup issu des fermes d'élevage d'Afrique. Donc, on était sur des animaux qui n'étaient pas habitués au nourrissage congelé, etc. Et du coup, les gens avaient du mal à les nourrir. Depuis maintenant plusieurs années, on n'est que sur du né en captivité au sein de l'Europe. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, c'est très facile de trouver un Régus qui a été élevé et reproduit en France. Donc, il n'y a pas de souci de nourriture. Donc, aujourd'hui, un jeune, un débutant, peut tout à fait se mettre au Régus. Après, l'appréhension, c'est surtout que c'est des espèces qui parfois peuvent rester plusieurs mois sans manger. Donc souvent le débutant, il panique, ça fait 3 semaines que son serpent n'a pas mangé, mais c'est pas un souci. Tant que le serpent, en fait, il n'a pas de souci de santé, il ne maigrit pas. Moi, j'ai déjà eu des serpents chez moi, pendant 12 mois, ils n'ont pas mangé. Et en fait, ils n'ont pas maigri, ça n'a pas été de souci. Donc en dehors de ça, c'est super simple. Moi, j'aime bien ces animaux-là parce qu'ils ont une taille assez restreinte. Pas comme un boa, par exemple, où à l'âge adulte, ça peut être très gros. Là, on est sur quelque chose qui reste manipulé à l'âge adulte, qui n'est pas agressif, qui est très calme. Et ensuite on peut le maintenir dans des conditions assez simples, un tapis chauffant, un terrarium, et c'est quelque chose où vous allez nourrir à l'âge adulte à peu près toutes les 3 semaines. Donc c'est pas très contraignant en termes d'entretien et en termes de coût. Donc c'est vraiment une espèce très sympa pour démarrer les reptiles. Et du coup, là dans tes Régus, c'est lequel au niveau de communication que tu préfères? J'aime beaucoup les ultramales. Après j'aime bien les champagne Enchi par exemple. En fait il faut savoir que le champagne c'est un gène qui masque tous les motifs. Donc du coup c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent le champagne. Après ça peut apporter deux choses. Avec certains gènes, ça va faire ce qu'on appelle du ringer, c'est-à-dire on va avoir des motifs blancs qui vont apparaître notamment vers la queue. Donc ça peut donner des belles couleurs. Mais après il y a quelques gènes qui vont réagir avec le champagne, notamment le Enchi, l'Orange Dream. Vous avez également le léopard. Et tout ça, ça va vous donner des super gènes. Et il y a des éleveurs qui ont réussi à combiner du champagne avec à la fois du léopard
léopard, de l'orange rime et du NJ, et ça vous donne des motifs extraordinaires. Donc là on a un champagne NJ, les motifs viennent se remettre en fait sur le champagne, donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est des combos que j'aime assez bien, notamment travailler le champagne avec ça. Et on voit peu de personnes qui travaillent le champagne, et c'est bien dommage parce que quand on le travaille avec les bons gènes, on peut vraiment avoir des bêtes exceptionnelles. D'accord. Et du coup, autre question, tu m'as dit tout à l'heure que maintenant tu faisais partie de la commission. Oui, tout à fait. On voit de plus en plus de personnes qui veulent passer leur certificat de capacité. Quelles recommandations tu pourrais leur donner à ces personnes? Alors déjà, avoir effectué les démarches, soit des stages, soit des formations, pour pouvoir avoir le droit de pouvoir passer leur capacité. Et après, avoir des installations qui sont propres, puisque à partir du moment où on va passer un CDC, on va aussi avoir un établissement auquel on va être attaché. Par exemple, si vous souhaitez faire un élevage chez vous, votre maison va être considérée comme votre établissement. Donc vous allez avoir une autorisation d'ouverture d'établissement à faire, qui va concerner là le nombre d'espèces que vous pourrez avoir selon votre capacité d'accueil. Et derrière, le certificat de capacité va concerner essentiellement les espèces. Quelles sont les espèces que vous pourrez avoir et élever. Donc ça dépend des espèces, il y a différents quotas. Donc il faut vraiment bien se renseigner au niveau des articles de loi, notamment l'arrêté du 8 octobre 2018 qui va régir toutes les espèces et quelles autorisations il faut avoir. Donc bien réfléchir le projet. Tout à fait, voilà. Il faut vraiment réfléchir ça parce que à partir du moment où vous avez une autorisation d'établissement, toutes les espèces que vous rentrez, vous devez être capacitaire dessus. Donc il faut vraiment réfléchir le projet, souvent faire une liste assez conséquente, mais pour le faire, il faut que vous soyez formé sur ces espèces-là. En fait, il faut pouvoir justifier qu'on ait suffisamment de connaissances pour s'occuper des espèces dans de bonnes conditions. L'objectif en fait d'un CDC et d'un OE, c'est de déterminer qu'un éleveur, il va maintenir des espèces dans les bonnes conditions. Et donc en fait, il faut vraiment prouver à la commission que vous êtes un éleveur capable de pouvoir maintenir en général un grand nombre d'espèces, c'est-à-dire il y a la capacité d'accueil mais aussi le nourrissage, etc. L'entretien parce que ça prend beaucoup de temps, donc il faut vraiment pouvoir prouver que les animaux chez vous vont être élevés dans des bonnes conditions. Donc là les amis, vous avez quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que personnellement je lui ai pris du Piton Régis, j'ai vu son élevage, c'était énorme. T'avais combien d'animaux? Monté jusqu'à 150 on va dire au maximum. 150 bêtes, vous imaginez le nourrissage? Je suppose que tu faisais des roulements, tu t'organisais... J'avais un propre élevage, oui, on y passait pas mal d'heures par semaine, donc c'est ça aussi, au dehors de l'autorisation d'ouverture du CDC, pensez également au temps. Nous, les Régis, c'était 10-15 heures par semaine, plus vous rajoutiez 3-4 heures pour juste vous occuper des rats. Donc fallait vraiment, en fait voilà, fallait avoir... des rats qui se reproduisent, il fallait faire grossir les petits, tout ça nourrir, donc il y avait un cycle à faire, etc. Donc ça peut être très onéreux à la fois et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vraiment des projets vraiment à réfléchir. Et concrètement, c'est quelque chose au niveau business, c'est pas forcément le plus rentable du monde. Ça reste de la passion. C'est-à-dire qu'en France, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont des marchés qui sont bien plus développés. En France, beaucoup moins. C'est-à-dire que les gens hésitent. Aux États-Unis, les animaux à 10, 20 000 euros, dollars, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel. En France, voilà, dès qu'on dépasse quelques centaines d'euros, on est déjà sur des animaux qui sont plus compliqués à vendre. Donc nous, c'était plutôt essentiellement la passion qui a fait... c'est vrai, quand on se prend au jeu avec le Piton Régis, on a tellement de mutations qui sont possibles de reproduire ensemble, que forcément on veut faire des choses. On a eu la chance dans l'élevage de pouvoir faire quelques premières mondiales, parce qu'on a sélectionné les bons gènes. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire que le Piton qu'on a produit, on est le seul à le détenir au monde, parce que voilà, c'est la seule fois qu'il a été reproduit. Après, d'autres éleveurs vont le faire, mais c'est quand même super intéressant. Donc c'est vraiment plus une passion. Je pense qu'il faut vraiment être passionné pour passer autant d'heures sur ces animaux-là. Celui qui veut faire ça uniquement pour le business, je pense qu'il abandonnera rapidement, parce qu'il faut vraiment être passionné pour... en fait, quand on est sur un salon comme ça, les gens ils voient un peu la partie émergée de l'iceberg, ils se disent oh, c'est génial le Régis, sauf qu'en fait ils ne voient pas le nombre d'heures qu'on passe derrière nous pour le nettoyage, l'entretien, etc. Ça reste des animaux vivants et c'est vraiment essentiel de s'en occuper et tous les jours faire un tour de vos installations, voir comment ça se passe, s'il n'y a pas un souci, etc. Donc c'est du travail à temps plein, donc si vous n'êtes pas passionné, c'est quand même compliqué. Donc réfléchissez bien les amis, ne vous lancez pas à l'arrache, faites les choses correctement. Écoute Alexandre, je te remercie.
Et bah de rien, avec grand Je te souhaite plaisir. un bon salon. J'espère Merci pour bien. toi que ça portera ses fruits. Je l'espère. Et puis de toute façon, on se recroisera à la prochaine bourse au cul, Bah, du coup. rendez-vous l'année prochaine, on espère. Suivez les réseaux, on communiquera sur ça. Ça roule, je te remercie. Bonne journée, au revoir. Reptilope, c'est ça. Ça marche, je Tout le à fait. mettrai en lien dans les commentaires. Super, merci. Allez, bonne journée. Au revoir. On se retrouve sur le stand de Very is Good, c'est ça, c'est comme ça que ça se prononce? Exactement. Présente. Et bonjour, je suis Lise. Donc Lise, présente-nous un petit peu ton projet s'il te plaît. Eh bien, voici une ferme de production d'insectes nourriciers qui est en train de se mettre en place dans l'Aube. Une ferme 100% locale, 100% vertueuse, en économie circulaire. Et voilà les insectes que j'élève. J'élève du ver de farine et également du ver Morio. Donc, je suis partie sur ces deux espèces-là parce que ce sont des insectes nourriciers à très forte valeur ajoutée, très riches en protéines et excellents pour une grande variété d'animaux. Et surtout, j'adore les élever. D'accord, ça fait combien de temps que tu élèves ces insectes? Oh mon Dieu, ça fait au moins 5 ans que j'en élève. Et puis, je me suis formée, j'en ai élevé, j'ai appris à améliorer ma production. Et puis, j'ai eu une ferme pilote où j'ai fait de plus en plus d'essais sur la chaleur, la température, qu'est-ce qui va bien pour être productive avec ces vers, avoir une très bonne qualité. Et puis, maintenant, c'est le moment d'ouvrir ma vraie ferme pour produire des vers qualitatifs dans un réseau local et puis national. Alors, tu nous parles de qualité. Oui. J'ai cru comprendre que tu nourrissais tes vers uniquement avec des bons produits. Exactement. Je vais pas te demander ta recette miracle, mais qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui vont acheter des insectes et qui vont devoir les nourrir eux-mêmes? Alors, c'est pas compliqué, du super son de blé local et bio. Pourquoi local? Parce que d'une part, dans notre secteur, on a tous des petits producteurs qui ont plein de très très belles valeurs et qui font de la très bonne qualité. Et je les nourris également avec des légumes, ce qu'on appelle les légumes moches. C'est des légumes bio, locaux, mais ils ont un petit défaut. Et donc du coup, le consommateur, il va pas le manger, alors que moi, mes vers, ils vont se régaler de légumes avec un défaut et bio. D'accord. Tu complémentes avec du calcium, avec des vitamines? Non, tu laisses comme ça. Je fais une alimentation fruits, légumes, de saison, diversifiée, bio, mais il n'y a aucun rajout chez moi. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien de chimique, il n'y a vraiment que du naturel. Et ils ont un temps de croissance, ils vont absorber, ils vont évoluer, ils vont s'enrichir et ils ont une très bonne qualité. D'accord. Tes projets pour l'avenir, tu aimerais devenir la référence? Alors, j'aurais pas cette prétention. Personnellement, on te le souhaite. Oh, c'est super. Clairement, avoir un impact, faire découvrir cette pratique, proposer aux gens vraiment des insectes nourriciers de qualité, que ça soit pour les reptiles, mais pour plein d'autres types d'animaux, parce que beaucoup d'animaux sont insectivores. Et donc, les portes de Very is Good vont ouvrir en 2025 avec une ferme. Et donc, dans cette ferme, je vais vendre et des insectes et également de quoi aider les gens à démarrer leur élevage s'ils le souhaitent. Donc, ils pourront trouver chez moi à la fois des vers et également le nécessaire pour démarrer leur élevage à la maison. D'accord, donc tu vas vendre des espèces de kits de démarrage qui pourront aider les débutants. Oui, mais développés à la taille du besoin du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence si on a besoin de produire quelques centaines de grammes par mois ou si on a besoin de produire plusieurs dizaines de kilos au mois. Donc il y a la partie et conseil et accompagnement et la partie équipement. D'accord, et tu feras les envois? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important, et dans le respect de l'animal, pour pas qu'il y ait ce transit, ce stockage dans le froid, ce manque de transparence et de traçabilité sur les transferts pour les vers, parce que ça a un énorme impact sur eux. Du coup, ça devient
Ok, je parle trop. Non, vas-y. Ce que je souhaite expliquer, c'est que les insectes qui viennent par exemple, des pays étrangers, ils vont transiter très longtemps, ils vont être stockés souvent dans le froid, ils vont manquer de nourrissage, et ça veut dire qu'on va retrouver un ver qui va être vide du point de vue nutritionnel, comparativement à acheter des larves chez un producteur qui prend soin d'eux tout au long du processus, où ils ne vont pas manquer de nourriture, ils vont être dans de bonnes conditions et ils vont être très bons pour l'animal final qu'on veut nourrir avec. Il faut dire. Alors, je vais te réexpliquer vite fait. Ma chaîne, c'est personnellement, on dit ce qu'on pense. C'est génial. Voilà, parfait. on va pas s'en On est à la bonne cacher. place. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça leur plaît pas, c'est pas mon problème en fait. Nous, on est là pour aiguiller les gens parce que tu as beaucoup de débutants qui la regardent. Et en fait, j'en ai un petit peu marre qu'on leur raconte du pipeau. Tu vois, tout ce que je veux, c'est que les gens démarrent correctement. J'ai commencé la Terrario il y a plus de 15 ans. Ok. J'ai commencé du coup avec des anciens qui nous disaient la vérité. C'est-à-dire que ça allait être difficile, ça allait être plus simple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche sur la chaîne, de l'authenticité. Ah bah l'authenticité, c'est Very Good, c'est moi qui représente cette structure-là. Et oui, le mot à ne pas oublier, c'est quand vous nourrissez vos animaux, il vous faut de l'insecte nourricier de qualité. C'est comme pour nous. Si on mange du bon, on sera en bonne santé. Et voilà, c'était le petit mot de Very Good. Alors, Bye bye. Ah, c'est pas fini. je suis encore Les là. petites cartes de visite avec le QR code, est-ce qu'on peut les retrouver en ligne? Bien sûr. On peut les avoir en ligne? Sur Very Good, oui. Sur Facebook. Je vais vous le mettre en photo, les amis, ne vous inquiétez pas. Hop. Et du coup, ton Facebook n'a pas encore démarré. Je vous montre juste cette carte qui est magnifique. La page existe et je vais commencer à publier suite à ma première exposition où j'ai été invitée à représenter les vers de farine 100% bois. Eh ben, c'est super. Tu comptes aussi développer d'autres types d'insectes nourriciers? Alors, les vers moriaux, vers de farine et les buffalos. Donc ça, c'est les 3 espèces sur lesquelles je suis focus. Et j'avoue que je craque énormément pour les blattes. Donc les blattes sont un projet en train de mûrir. Ah, ça va être Donc chouette, il ça se va bien pourrait que je propose des super blattes ultra qualitatives également. Eh ben, tenez-vous au courant les amis, regardez sur le Facebook de Julie, début 2025 ça démarre et je pense que vous allez avoir de la nourriture de qualité. Julie. Lise. Lise, excuse-moi, j'ai du mal avec les prénoms. Appelez-moi Roberta, ça me va. Lise, je te remercie. Merci On te beaucoup. souhaite un bon salon. Génial. Et je t'enverrai le lien de la vidéo une fois qu'elle sera sur le YouTube. Avec plaisir. Bonne continuation. Bye. Bon salon, ciao. On est au stand de Didipus avec Sandrine. Bonjour. Donc, Sandrine, je te laisse te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours. Ouais, bah moi c'est Sandrine. Je suis fan d'araignées depuis quelques années. Avant j'étais arachnophobe. J'ai un collègue de travail qui avait des Didipus et donc qui m'a fait découvrir. Et puis j'en ai eu une à moi, puis 2, puis 3, puis 20, puis 30 et puis on en est à peut-être 150 à la maison adulte maintenant. Et puis une société, un élevage, des petits terrariums qu'on a créés nous-mêmes du coup parce qu'à l'époque quand on a commencé ça n'existait pas. Donc j'ai demandé à mon chéri de me faire des petites maisons pour mes araignées. Et puis un jour j'en ai publié une comme ça en story sur Insta et puis en quelques minutes on m'a demandé où je les avais eues. Et puis après on s'est dit ça a l'air de plaire et donc voilà. Ça m'étonne pas parce que vos terrariums ils sont vraiment beaux. Merci. On voit qu'il y a du travail derrière, de l'imagination. L'imagination, ça c'est monsieur ça. D'accord. Ça lui il s'arrête jamais. Ouais, on fait sur mesure aussi.
D'accord, tout ça on peut le retrouver sur votre page Facebook. On peut le Instagram, retrouver, tout ça. après en nous contactant directement, on peut même faire des couleurs, par exemple une façade noire avec les 2 baguettes bleues et puis le dessus blanc par exemple. Chaque pièce, on peut la personnaliser. D'accord. La taille aussi. D'accord, ouais, donc tu peux avoir des terrariums plus ou moins grands, accueillir du juvénile C'est ça. ou de l'adulte. Oui. Et donc du coup tu étais arachnophobe. Oui. Et ça t'a aidé à combattre ta phobie. Complètement. En fait, elles ont une tête tellement, communicative. Quand vous croisez son regard, en fait, vous avez l'impression qu'elle parle avec vous et c'est incroyable. Ouais, qu'elles sont expressives. Complètement. Ouais, ça c'est génial. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait débuter dans la fiducie? Alors déjà, niveau entretien, c'est assez facile. Il faut de l'humidité. Il n'y a pas de nettoyage à faire parce que toutes les toiles qu'elles vont se faire, en fait, elles vont cartographier leur espace pour se repérer quand il n'y a pas de lumière. Donc ça, déjà, il n'y a pas besoin de nettoyer, changer le substrat, tout ça, on laisse. Il faut une température ambiante la plupart du temps. En hiver, la journée augmenter un petit peu. Il faut qu'elle ait entre 22 et 28 degrés, donc un petit peu de chauffage l'hiver. Tout le reste du temps, on laisse à température ambiante. Elle doit avoir entre 18 et 22 la nuit, donc on l'a facilement. Pour qu'elle puisse boire, on met un petit pchit sur un côté du terrarium tous les 2-3 jours. Elle boira dans les gouttières. Éviter tout ce qui est eau du robinet, parfum, bougies, etc. autour de l'araignée, dans la même pièce, tabac, vapote, etc. L'eau du robinet aussi, on évite. Tu conseilles plutôt de l'eau déminéralisée? Déminéralisée ou de l'eau en bouteille simplement, ça marche bien aussi. Pour le nourrissage, il n'y a pas de fréquence à proprement parler. On parle plutôt au niveau de la taille de l'abdomen. Donc c'est de cette façon qu'on saura si elle a faim ou pas. Si son abdomen est plus gros que sa tête, dans ce cas, on arrête de la nourrir. On attend qu'elle redevienne normale avant de la renourrir. Il n'y a pas de... On va pas dire on la nourrit tous les 3 jours ou quoi. Non, c'est vraiment en fonction de chaque individu et de comment elle grossit. D'accord. Au niveau des gens qui veulent acheter une fidipus, parce que tu as beaucoup de conseils sur l'achat d'un serpent, d'un lézard, d'une tortue, ce qu'il faut repérer, mais sur une araignée aussi petite, qu'est-ce qu'il faut regarder pour être sûr qu'elle soit en bonne santé? Alors, déjà, il faut voir si elle mange correctement. Si elle tisse, il y a des araignées qui vont mal tisser, donc ça peut être un signe de problème aussi. Il faut regarder si elle fait ses mues proprement, si elle a assez d'humidité pour pouvoir muer. Surveiller régulièrement, éviter les acariens dans les drosophiles par exemple, les grillons. Justement en parlant de grillons, il faut faire attention quand on donne des grillons, il faut soit blesser le grillon pour pas qu'il puisse se défendre, soit le tenir avec une pince. Parce que le grillon, s'il se défend, il peut blesser, voire tuer l'araignée. D'accord. Ensuite, quoi d'autre comme conseil Est-ce qu'elle fait partie des espèces d'araignées qui ont les membres qui repoussent? Oui. D'accord. Ouais. Donc, alors ça c'est fascinant. C'est fascinant. En fait, une araignée, si elle perd une patte, 2 pattes, ou voire 4 pattes, comme ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, faut l'isoler, la surveiller, la nourrir à la pince ou à la main tant qu'elle n'a pas fait sa mue, parce que s'il lui manque des pattes, elle va peut-être pas forcément arriver à chasser, mais la plupart du temps, la mue d'après, ça repousse. Par contre, si elle perd un membre, qu'elle est déjà adulte, là c'est terminé, ça repoussera pas. D'accord, donc c'est que durant la croissance qu'elle aura des membres qui repoussent. Oui. Ok. Et est-ce que tu conseillerais cette araignée pour un enfant ou un adolescent à partir de 10 ans? Ça arrive, oui. Ça n'a pas de contrainte. Il faut juste qu'il y ait un suivi, que le parent aide son enfant à surveiller, à bien nourrir, etc. Éviter la manipulation chez un enfant qui peut avoir des gestes un petit peu vifs ou brusques. Mais non, il n'y a pas de problème. Au contraire, il y a beaucoup d'enfants qui nous en demandent. Et ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. D'accord, super, eh bien, je te remercie. Et c'est pareil, les petites marionnettes, là, c'est vous qui les faites? Oui. Ah, c'est super sympa. Oui. Alors on a commencé au départ avec celle-là. Donc ça a été la première, la mascotte, on l'a appelée Didi. D'accord. Et puis ensuite on a fait la deuxième, c'était celle avec les casquettes.
Et puis après, c'est parti en vrille. Après, il y en a eu à tous les goûts. Après, il y a eu les films. Donc, il y a eu Deadpool et Wolverine. Donc, on s'est amusé. Voilà. On a fait Harry Potter. Bon, c'est très inspiré, hein. Beetlejuice, Jack. C'est excellent, vous avez de l'imagination. Ah, tout ça, c'est monsieur. Moi, je suis. Je suis au question durée de vie. Durée de vie. Alors, toute la croissance, on ne peut pas vraiment la compter parce que elles vont pas muer toutes de la même façon. Une araignée qui est chauffée toute l'année à 22 degrés, elle va évoluer moins vite qu'une araignée qui est à 26. Donc une araignée qui est à 26, elle va muer plus vite, arriver adulte plus vite et donc mourir plus vite. Le compte à rebours, c'est la dernière mue, la mue imaginale, donc la mue où elle passe adulte. Une fois adulte, les mâles ont entre 6 et 12 mois de vie et les femelles entre 12 et 18 mois. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais j'en ai 3 ou 4 à la maison des mâles qui sont adultes depuis 14-15 mois et qui sont toujours là. Donc je pense que si on fait les choses bien, on a possibilité d'étendre leur vie un peu plus longtemps. D'accord, ok. Et ben super pour toutes ces infos, je te remercie. De rien. Tu as un Facebook et un Instagram, Oui. c'est ça? Oui. Donc je vous les mettrai en lien dans la bio. Franchement, super boulot. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous découvrir. Et les amis, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à madame, ou que votre enfant vous demande une fidipus, n'hésitez pas. Didipus, vous allez avoir tout le nécessaire, terrarium, substrat, de belles petites fidipus et des super conseils. Eh ben, je te remercie, je vous souhaite un bon salon. Merci et beaucoup. Puis, bonne fin de journée. Merci. Bon les amis, il n'y a plus trop de lumière, c'est la fin de cette bourse pour aujourd'hui. Ça a fermé à 18 h, je repars pas les mains vides. Donc une fois arrivé à la maison, je vous montre la petite trouvaille que j'ai eue. Et puis là je reprends la route, donc je vous dis à tout. Me voilà rentré à la maison et du coup je suis pas rentré les mains vides. Je vous le montre comme ça. Alors je vous ferai des images un petit peu plus sympas quand elle se sera calmée. Mais c'est la nouvelle habitante de la maison. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis ? Donc c'est une araignée africaine et je vous en parlerai dans un prochain épisode parce que là déjà je pense que la vidéo va durer un bon moment, donc vous inquiétez pas, je vous la présenterai, je vous ferai des plus belles images. Donc je tenais à remercier les organisateurs de ce salon du reptile et des insectes, à savoir la famille Roberti. Franchement c'était génial. Merci aussi à tous les exposants pour leur gentillesse, leur disponibilité malgré le nombre de personnes qui venaient vous poser des questions, les renseignements que vous transmettez, l'image que vous véhiculez de la passion. Franchement c'était génial. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en espérant que le nouveau contenu vous plaît. Et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. A plus, ciao.